Avec les élus que vous aurez en 2026, vous pourrez reprendre le pouvoir sur votre commune. Donc je vous souhaite d'être prêts à mener la bataille. Il y a de l'espoir. Mais pour ça, pour faire mieux, il faut se démarquer de celles et ceux qui renoncent et qui trahissent et qui abandonnent les programmes sur lesquels ils ont été élus. Et nous leur disons, quand ils se moquent de nous, quand nous disons tout le programme, rien que le programme, nous leur disons qu'ils ne démontrent là uniquement que leur propre renoncement. Parce que oui, c'est tout le programme, rien que le programme, sur lequel les gens nous ont élus, que nous allons continuer de défendre, pied à pied. Nous faisons de la politique pour celles et ceux qui ont absolument besoin de nous et pour les milliers de personnes et les millions de personnes à l'échelle du pays qui comptent sur nous pour rompre avec une politique de malheur qui touche maintenant depuis 8 ans notre pays, celle d'un président, Emmanuel Macron, qui refuse coûte que coûte, depuis 8 ans, de changer de politique, et ce alors qu'il a été battu 3 fois dans les urnes. Je sais à quel point on peut avoir été dégoûté des gestions précédentes, des gestions opaques, des gestions clientélistes, des gens qui ont essayé de garder un peu les villes comme si c'était leur petite forteresse qui leur appartenait à eux. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Si les élus qui sont au pouvoir et ne vous plaisent pas, dégagez-les, remplacez-les. Je suis plein de cet enthousiasme en vous regardant, parce que je sais que vous êtes prêts, que vous êtes disponibles pour tout cela, et que cela se fera un peu plus tôt, un peu plus tard. Vous aurez le dernier mot. Et savez-vous quoi ? La prochaine révolution française, la révolution citoyenne, celle de la 6e République, ce ne sera pas seulement celle qui reconnaîtra les droits nouveaux de la personne humaine. Elle va faire comme la dernière fois, quelque chose de plus grand, de plus important, qui parlera à l'humanité tout entière et pas seulement aux Français. Ce sera la révolution pour assurer les droits du vivant contre l'empire de la mort qu'est le capitalisme. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'elle n'est plus à présenter. Madame Nadège Abomongoli, députée LFI, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Acclamons-la très très fort. Sans plus tarder, on va rentrer dans le but du sujet, parce que je pense qu'il y a certains qui sont impatients. Oh, pardon. Vous m'entendez? Là, c'est plus fort. Bon, d'accord. Je pense qu'il y a certaines personnes dans la salle qui savent un peu qui je suis. Donc, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour nos jeunes de Val-de-Reuil, qui peinent à avoir des stages, et cela depuis très longtemps. Donc, Dieu m'a fait grâce de pouvoir tenir une boutique dans cette ville. Donc, quand ça a commencé par le Covid, j'ai eu à prendre plusieurs stagiaires et tout le monde passait par moi. Quand tu partais à la mairie, on disait « Allez voir M. Franck, M. Mélis ou bien Ailleurs Connect ». J'ai été la société en 2021 qui a pris le plus de stagiaires dans l'heure.
Il y a des gens qui venaient de Rouen, de Louviers, d'Évreux et surtout de Val-du-Reuil. Parce que je privilégiais les petits Rolivallois, lycéens comme collégiens. C'est très important. Le stage des jeunes ne doit pas être un luxe. Pourtant, Val-du-Reuil abrite pas mal de sociétés connues à l'international et national, bien sûr. Alors, pourquoi ces jeunes peinent à avoir des stages? Question. Pas plus tard que, même hier, même aujourd'hui, il y a quelques jeunes encore dans la salle qui sont encore en train de chercher des stages, ce qui n'est pas normal. Ce que je préconise, c'est de mettre au moins un quota, avec la volonté, bien sûr, des grands dirigeants, pour que les jeunes puissent avoir au moins un stage. Ça ne coûte rien, leur réserver au moins quelques semaines de stage. On a l'exemple ici de Sanofi, quand on parle de Val-de-Reuil, et d'autres sociétés encore. Donc, pour nous, c'est de proposer à ce qu'il y ait un quota pour les jeunes Rolivallois. Et les jeunes Rolivallois, d'abord. C'est pour ça que Lenny Raboteau est candidat. Alors, sans plus tarder, je vais appeler ici M. Alexis Héron. Un discours. Moi, je ne vais pas avoir besoin de me baisser, parce que je ne suis pas aussi grand. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vivre ensemble dans une commune, ce n'est pas seulement partager un territoire, c'est partager des règles, des ressources, des responsabilités et surtout une vision commune de l'intérêt général. Chaque jour, sans toujours en avoir conscience, nous bénéficions d'un ensemble de services et d'équipements qui structurent notre quotidien. Les routes que nous empruntons, les bâtiments scolaires, les équipements sportifs, les médiathèques, les salles culturelles, les espaces verts ou encore l'éclairage public. Tout cela ne relève pas du hasard, c'est le résultat d'une organisation collective fondée sur la participation de chacun. Aujourd'hui, à Val-de-Reuil, tous ces services et équipements sont utilisés par de nombreuses personnes issues de la commune, mais aussi par des habitants extérieurs à celle-ci. Malheureusement, l'utilisation de ceux-ci coûte le même prix pour un habitant de Val-de-Reuil qu'un non-habitant. C'est une aberration. De plus, les Rolivalloises et Rolivallois ne sont pas prioritaires pour l'utilisation de ces infrastructures. Cela est inadmissible, car les impôts des habitants sont utilisés pour financer tous ces équipements, mais les non-habitants ne subventionnent pas et payent le même prix. Abordons maintenant l'aspect des dépenses de la ville, puisque ça, c'est une chose très importante. Qui n'a jamais trouvé la taxe foncière très chère à Val-de-Reuil? Certes, la part communale n'a jamais augmenté, mais elle n'a jamais diminué, alors que nous sommes de plus en plus de propriétaires dans la ville. Est-il indispensable de refaire le devant de la piscine pour un coût d'un peu plus de 800 000 €? Aujourd'hui, la piscine est en très bon état, quel est l'intérêt de vouloir le refaire? La passerelle menant à la gare. Vaste sujet, celle-ci a coûté de plus de 3 millions d'euros. Était-ce indispensable étant donné que quelques mètres plus loin, il y avait déjà un pont qui menait vers la gare? De plus, cette passerelle a créé énormément de vis-à-vis dans les habitations environnantes. Et ceci a été fait sans demander l'avis des habitants. Afin d'inaugurer les inaugurations de Noël, il y a un feu d'artifice de tirer. Mais est-ce vraiment indispensable de tirer ce feu d'artifice-là? Aujourd'hui, à Val-de-Reuil, nous avons une police municipale composée d'une quinzaine d'agents et une police nationale. La police nationale est clairement en sous-effectif. Environ 66 policiers pour Val-de-Reuil, Louviers, Incarville, Le Vaudreuil et Pinterville, ce qui représente environ 37 000 habitants. Leur déplacement, quand nous faisons appel à leur service, est clairement problématique. La police municipale, qui est elle payée par les impôts des Rolivalloises et Rolivallois, daigne à se déplacer au moindre appel ou signalement. D'ailleurs, qui sait où se situe le poste de police municipale? Celui-ci est dissimulé derrière un énorme mur blanc, avec une petite signalisation discrète. Pourquoi une signalisation discrète? Nous avons également des caméras dans la ville.
Mais quand nous demandons de les utiliser pour vérifier des faits ou bien vérifier si celles-ci ne filment pas nos habitations, il nous est souvent répondu que les caméras sont hors service. Je pourrais vous évoquer encore d'autres aberrations, mais le temps nous manquerait et je dois laisser la parole à mes camarades. La seule solution est donc de voter pour Léni Raboteau. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, Val-de-Reuil est une ville où il fait bon vivre. Pour ma part, cela fait bientôt 30 ans que j'y habite, mais où les habitants sont très peu sollicités et où l'argent public est utilisé de manière inappropriée. Merci de votre attention. Sans plus tarder, nous allons acclamer la belle Léa Coignard, ici. Est-ce que vous m'entendez? Rolivalloise, Rolivallois, mes camarades. Depuis 25 ans, Marc-Antoine Jamet est maire de notre ville. Un quart de siècle où le logement à Val-de-Reuil est devenu pour beaucoup d'entre nous un parcours du combattant, marqué par l'insalubrité, la spéculation ou le clientélisme. Aujourd'hui, avec la liste Faire mieux pour Val-de-Reuil, nous porterons un programme de rupture. Nous ne sommes pas là pour faire des promesses, mais pour engager une bataille politique. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Le premier scandale, c'est celui de l'attribution des logements. Nous le savons tous, à Val-de-Reuil, le quota du maire pèse trop lourd. Nous allons y mettre fin. Une fois élus, nous transformerons ce quota personnel en un quota du conseil municipal, soumis à des critères clairs et discutés publiquement. Lors de nos nombreuses actions de terrain, et notamment lors de la constitution de la liste, le soutien était là, massif et populaire, mais derrière cela, il y avait de la peur. Plusieurs personnes voulaient s'engager à nos côtés, mais elles ont reculé par crainte des représailles. Elles nous l'ont dit franchement. Elles avaient peur que leur nom sur notre liste entraîne automatiquement le rejet de leur dossier de logement. C'est pourquoi nous instaurerons l'anonymisation systématique des dossiers en commission d'attribution afin de garantir une égalité réelle. Le logement social doit être un droit fondé sur le besoin, pas une faveur accordée en échange d'un soutien politique. À Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet nous vend du rêve sur papier glacé. Mais allez demander aux habitants de l'écoquartier ce qu'ils pensent de sa vitrine. Ce quartier n'a même pas 10 ans. Est-il donc normal que des familles vivent avec des infiltrations d'eau? Est-il acceptable que le chauffage et l'eau chaude soient régulièrement coupés dans un quartier qui a 10 ans? Nous ne serons plus spectateurs de vos problèmes. La mairie doit redevenir le premier défenseur des locataires. Nous mettrons en place une commission de contrôle des bailleurs sociaux et privés pour exiger des travaux immédiats sous peine de sanctions. Nous irons plus loin en créant des cellules de défense des locataires. Vous ne serez plus seuls face aux bailleurs. Le maire doit cesser d'être l'ami des constructeurs pour redevenir le protecteur des habitants. Faire mieux, c'est aussi protéger les plus fragiles. Face à la crise, nous prendrons des arrêtés anti-expulsion locative sans solution de relogement. Nous refuserons que des familles se retrouvent à la rue pendant que des bâtiments restent vides. C'est pourquoi nous utiliserons le pouvoir de police du maire pour réquisitionner les logements vacants. Enfin, le 15 mars, vous aurez un choix clair. D'un côté, la continuité d'un système qui s'épuise, de l'autre, la planification écologique et sociale au service du peuple. Nous voulons une ville où chacun dispose d'un toit digne, sans avoir à remercier qui que ce soit. Nous voulons bâtir la nouvelle France, ici même à Val-de-Reuil.
Ensemble, reprenons le pouvoir sur nos vies. Ensemble, nous allons faire mieux pour Val-de-Reuil. Merci à vous. Alors, on accueille Monsieur Tariq Chemoun. Merci. Bonsoir. Chères Olivalloises, chers Olivallois, Val-de-Reuil, la plus jeune commune de France, Lénie Raboteau, le plus jeune maire de France. Oui, Val-de-Reuil mérite un maire jeune et dynamique. Un maire qui va nous sortir d'une gestion du siècle dernier complètement déconnectée de la réalité du terrain. L'équipe municipale sortante a fait de Val-de-Reuil l'arbre qui cache la forêt. L'essentiel n'y est pas. Demandez aux parents d'enfants avec un handicap s'ils arrivent à trouver des AESH pour une scolarité plus ou moins normale. Les structures spécialisées sont inexistantes à Val-de-Reuil. Demandez aux locataires de logements HLM si leurs enfants n'ont pas de maladies respiratoires graves à cause des problèmes d'humidité, malgré les travaux de réfection extérieure des façades. Demandez aux jeunes des quartiers s'ils arrivent à trouver un stage ou un travail dans les multiples usines du bassin Relivallois dont les patrons bénéficient de millions d'euros d'exonération et aides diverses, mais dont les emplois ne vont pas directement aux Relivallois. On pourra citer des dizaines de malfaçons qu'a engendré la gestion calamiteuse du maire sortant. Mais avant de conclure, on aimerait signaler à M. Marc-Antoine Jamet qu'utiliser la mosquée à des fins électorales, ça s'appelle s'asseoir sur la laïcité. Les musulmans de Val-de-Reuil se sentent obligés de soutenir le maire sortant par souci d'obtenir un permis de construire d'une mosquée digne et sur un terrain dédié. Nous disons à nos compatriotes musulmans, ainsi qu'à tous les Relivallois, prosternez-vous devant Dieu si vous y croyez, mais pas devant Marc-Antoine Jamet. Monsieur Marc-Antoine Jamet, savez-vous que ne pas reconnaître le génocide palestinien, ça s'appelle du négationnisme? Il était de votre devoir d'accrocher les drapeaux palestiniens à Val-de-Reuil, comme vous l'avez fait pour le pauvre peuple ukrainien. Mais, pas qu'une seule journée, comme il avait fait, mais à plusieurs jours, comme c'était le cas pour le peuple ukrainien. Donc, ne pas reconnaître le génocide palestinien, c'est en être complice. Val-de-Reuil mérite mieux, Val-de-Reuil mérite Lénie Raboteau. Alors, nous accueillons la charmante dame Selimata Bakayoko. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers partenaires et surtout chers jeunes, je m'exprime aujourd'hui en tant que candidate engagée aux côtés de M. Lénie Raboteau. Au nom de l'Association pour les jeunes, je vais direct. Ce qui se passe entre les jeunes de Louviers et de Val-de-Reuil n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une identité, ce n'est pas une guerre. C'est le résultat d'un manque de dialogue.
d'un manque de repères, d'un manque d'écoute et parfois d'un sentiment d'injustice ou d'abandon. Mais je refuse que l'on résume nos jeunes à des vidéos sur les réseaux sociaux ou à des faits divers. Nos jeunes ne sont pas un problème à gérer. Ils sont une richesse à révéler. Soyons lucides. Oui, il y a des tensions. Oui, il y a des bagarres. Oui, il y a de la colère. Mais cette colère, il y a souvent de la frustration, un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister. Et quand on ne donne pas de l'espace pour exister positivement, certains finissent par exister dans la confrontation. C'est notre responsabilité d'élus, d'associations, de parents. Ce n'est pas de condamner à distance, c'est d'agir. Certains jeunes ont besoin de plus qu'un événement. Ils ont besoin d'un adulte, d'un repère, d'un mentor, d'un soutien scolaire, d'une aide d'orientation, pour qu'on puisse accompagner les jeunes correctement. Aujourd'hui, c'est un adulte solide pour demain. On ne peut pas parler de prévention sans les parents, bien sûr. Pas pour les culpabiliser, mais pour les soutenir. Parce que éduquer aujourd'hui, c'est parfois un défi immense. À Val-de-Reuil, comme à Louviers, nos jeunes ont les mêmes rêves. Réussir, trouver leur place, être respectés, être fiers de leur ville. Ne les enfermez pas dans une guerre inutile qui ne profite à personne. Transformons la confrontation en coopération. Transformons la colère en projet. Transformons l'énergie en réussite. Je terminerai par ceci. Tendre la main, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et nous continuerons ensemble à tendre la main encore et toujours grâce à M. Lini Raboto. Je vous remercie. Alors, nous accueillons M. Nabil Chaouki. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Excusez-moi madame, je vais essayer de parler le plus près possible du micro. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je vais vous parler d'un lieu que l'on connaît tous, c'est la cantine. Un lieu essentiel pour la vie de nos jeunes. Et donc la question c'est, que ne ferions-nous pas pour nos enfants? Que ne ferions-nous pas pour leur offrir le meilleur? Donc partons de la base commune que la nourriture est l'essentiel de notre condition physique et mentale. C'est donc un sujet crucial avec laquelle on ne transige pas. Et c'est pour cela que le sujet tient à cœur bon nombre de parents d'élèves, de professeurs. Et à l'heure de l'inflation alimentaire et énergétique, un enfant sur 5 ne mange pas 3 repas par jour, dont un enfant sur 3 dans les familles monoparentales. Et je ne vous parle même pas des scandales sanitaires de grands groupes industriels. Nous ne pouvons plus rester inactifs. Oui, actuellement, la cantine scolaire est composée de produits de divers labels, un élément bio par repas, un menu végétarien par semaine et en option avec ou sans viande. Malheureusement, pas d'alternative pour les autres régimes alimentaires. Et vous savez quoi ? Le maire se gargarise de ce progrès, mais en réalité, c'est la loi. C'est simplement la loi Egalim. C'est la loi qui impose 50% de produits durables, dont 20% de produits bio. Elle existe depuis 2018. Voilà les méthodes du PS macronisé. Vous faire croire que vos droits sont des privilèges. Nous devons reprendre le contrôle de notre alimentation. Et cela passe par une pédagogie et une bonne pratique alimentaire. Voilà pourquoi nous nous engageons à faire mieux. Moins de discrimination par la gratuité, du 100% bio, du local, de la nourriture cuisinée par les Rolivallois pour les Rolivallois. En arrêtant
en arrêtant d'engraisser le groupe Compass Scolares, qui est un leader mondial. N'oublions pas qu'un adulte sur 6 ne mange pas à sa faim. Nous ouvrirons donc un restaurant populaire accessible à tous. Le restaurant populaire sera demain le cœur battant de notre société. Un lieu où l'on ne fait pas que nourrir les corps, mais qu'on crée du lien entre les générations, entre les quartiers, autour d'une table commune. Et là, je sais ce que certains vont se demander. Comment finance-t-on ? La mairie nous servira l'éternel refrain de la dette et du budget contraint. Mais la vérité, c'est que la faim ne choisit pas de camp. Le stress de la fin du mois ne doit pas s'installer à la table des écoles. L'argent de nos impôts ne doit pas servir à garantir les dividendes de multinationales de Compass Scolares. Ils doivent servir à nourrir l'avenir de notre ville. Passer en régie municipale, c'est reprendre le pouvoir. C'est décider que chaque euro investi va dans l'assiette de nos enfants, dans la poche de l'agriculteur voisin, ainsi que dans les salaires des cuisiniers de notre commune. Ce n'est pas une dépense en réalité. C'est un investissement sur notre santé, sur nos enfants, sur l'économie de notre territoire. Merci beaucoup. Maintenant, nous accueillons l'homme dont Marc-Antoine Jamay a le plus peur. Devinez qui c'est? Oh là 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 là, notre future maire Lénie Raboteau. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis Rolivaloises, Rolivalois. Quel bonheur de vous voir si nombreux en ce jeudi soir, de sentir votre ferveur ce soir. Un grand merci tout d'abord à vous d'être venus, aux militants qui ont permis la réussite de cette soirée, qui ont tracté, boité, collé des affiches, parfois dans un contexte tendu, avec l'équipe sortante qui sent le pouvoir lui échapper. Merci également aux membres du service d'ordre de la France Insoumise qui permettent que notre événement se déroule tranquillement. Merci à nos candidats. Merci à nos candidats qui ont pris la parole et qui se sont présentés pour certains devant vous. Que dire de plus après vos prises de parole? Vous avez tout dit. Et enfin, un grand merci à Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui parlera dans un instant. Alors, je le sais, si vous êtes venus ce soir, c'est parce que vous avez envie de voir notre ville s'améliorer. Vous avez envie de faire mieux pour Val-de-Reuil. Et vous devez sentir comme moi cette odeur de la victoire qui est si proche, qui est à portée de main, ou plutôt à portée de bulletin de vote. Alors, c'est un réel plaisir de vous voir ici, dans cette maison de la jeunesse et des associations. Je dis jeunesse entre guillemets, car cet endroit n'a de jeunesse que le nom. En réalité, il s'agit ni plus ni moins que d'un théâtre, au sein duquel la mairie organise occasionnellement des événements pour les jeunes, et les associations peuvent venir au sein du comptoir des associations échanger et prendre des informations. En réalité, le lieu dans lequel nous nous trouvons illustre parfaitement ces 25 années au pouvoir de l'ancien maire. De bonnes idées parfois, avec des infrastructures plus ou moins fonctionnelles, certaines particulièrement réussies, il faut le dire, comme le théâtre de l'Arsenal ou le gymnase Jesse Owens. Mais c'est surtout des promesses non tenues et des lieux sous-exploités, mal utilisés. Depuis le début de cette campagne, les amis du maire me reprochent mon jeune âge, mon inexpérience. Alors, le jeune inexpérimenté s'est renseigné. Il a donc ouvert les archives d'Internet, car Internet n'oublie rien. Et devinez ce que j'ai trouvé. Un article daté très précisément du jeudi 13 mars 2014. 2014, retenez bien cette année. Alors que dit cet article?
Je cite, « Monsieur Jamet, vous prévoyez de faire une maison des jeunes et des associations au théâtre des Chalands où nous nous trouvons aujourd'hui. » Il répond, « C'est une idée d'y installer le service jeunesse, le centre, la ferme des jeunes et des associations. Ce sera un lieu de rassemblement, des fêtes d'associations. Et il y a toujours 3 à 4 projets pour un seul euro. Il y avait un problème de sécurité au théâtre, de contenance à la ferme et pas de lieu pour les associations. Avec Jamet, ces 4 en 1, je suis un couteau suisse. Je crois, quant à moi, qu'il ne s'agit pas du couteau le plus aiguisé du tiroir, si vous voyez ce que je veux dire. Il dit 3-4 projets pour un seul euro. Moi, je réponds que c'est plutôt 3-4 échecs pour un seul maire. Car cet article a 12 ans. En 12 ans, la ferme des jeunes ne s'est pas installée ici, mais en même temps, comment un centre pour ados aurait pu s'installer dans un théâtre? En 12 ans, la ferme des jeunes a toujours un problème de contenance, puisqu'elle ne peut contenir qu'une vingtaine de jeunes. Une vingtaine de jeunes dans une ville de 14 000 habitants. Et après, on va râler. On va râler pour dire que les jeunes traînent dehors. Mais en même temps, où voulez-vous qu'ils aillent? Alors je le dis, il y a urgence. Il est temps de se préoccuper réellement de la jeunesse. Quel est un lieu pour elle, un grand lieu pour se retrouver, échanger? Parce que non, Monsieur Jamet, contrairement à ce que vous avez dit en juin dernier, les jeunes de Val-de-Reuil ne sont pas la guilde des vendeurs de shit. Ils sont totalement délaissés par votre municipalité. Il est temps de leur faire confiance, de leur demander ce dont ils ont besoin, de quel lieu, avec quels équipements nous le ferons. Car, Monsieur Jamet, sachez que les jeunes ne sont pas seulement des arracheurs d'affiches. Si vous voyez ce que je veux dire, ne croyez pas que nous ne voyons rien. Il y a autre chose d'intéressant dans cet article, une autre promesse non tenue, et qui revient pour cette campagne. Je veux bien entendu parler de la salle des fêtes. Car oui, à Val-de-Reuil, il n'y a pas de salle des fêtes. Pour se retrouver en famille pour un grand repas, faire un anniversaire ou bien un mariage, les Rolivalois sont obligés d'aller parfois très loin et bien sûr de payer le prix fort. Et donc, dans cette interview de 2014, le maire promettait déjà, il y a 12 ans, une salle des fêtes, je cite, écologique sur les rives de l'Eure à Val-de-Reuil. Alors bien sûr, parfois les travaux prennent du retard, mais quand même, 12 ans de retard, c'est rare. Et aucune pierre n'a été posée pour l'instant. Je dis pour l'instant, car nous proposons dans notre programme l'ouverture d'une salle des fêtes. Dès le mois de novembre, nous l'avons annoncé. Dès le mois de novembre, nous l'avons annoncé, et devinez quoi, il se trouve que M. Jamet s'est souvenu de sa promesse de 2014 et a décidé de la remettre dans son programme 12 ans après. Alors soyons sérieux, c'est évident que si vous voulez une salle des fêtes maintenant, et pas dans un programme politique dans 12 ans, votez pour nous. Bien sûr, la construction d'une salle des fêtes ne se fera pas en un claquement de doigts, c'est une évidence. C'est pourquoi nous permettrons dès notre élection après le 15 mars de pouvoir louer certaines salles de restaurants scolaires. Elles disposent de cuisine, certaines sont grandes et modernes, et elles vous permettront, avant l'ouverture de la salle des fêtes, de pouvoir organiser vos rassemblements. Bien sûr, je veux rassurer nos agents qui reviendront le lundi matin. Nous serons évidemment intraitables sur l'état des lieux et le rangement, afin que vous retrouviez le lundi matin les locaux comme vous les aviez laissés le vendredi en sortant. Et bien sûr, je le redis, il s'agit d'une solution temporaire avant l'ouverture de notre salle des fêtes. Par ailleurs, il y a dans notre ville, je l'ai dit, de belles installations, mais parfois mal utilisées. Je pense notamment au théâtre de l'Arsenal. Nous avons rencontré beaucoup de Rolivalois dans cette campagne. Et la majorité d'entre eux nous a clairement dit qu'ils n'y allaient jamais. Une autre grande partie nous a répondu qu'ils y allaient seulement pour voir les spectacles de leurs enfants. En réalité, les Rolivalois payent un beau théâtre par leurs impôts, mais n'en profitent pas. La programmation ne leur convient pas. Le théâtre est utilisé majoritairement par des personnes de classe supérieure, retraités, originaires des villages aux alentours. Et ne parlons pas des jeunes. Ici même, dans cette maison des jeunes, était proposé le 4 janvier, pour fêter la nouvelle année, un récital d'opéra. Je peux vous dire, pour être passé dans le coin, au moment de l'ouverture des portes, qu'il fallait ouvrir grand les yeux pour en chercher des jeunes.
Quant à nous, nous faisons le choix de l'intelligence populaire. Nous travaillerons sur les programmations avec les Rollivallois et bien sûr, sans oublier les jeunes. À Val-de-Reuil, un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, une grande partie sont des familles monoparentales, souvent une mère seule. Pour ces familles, nous mettrons en place une carte municipale permettant d'accéder à des tarifs réduits au sein de la commune. Et pour tous les autres, nous ferons la cantine gratuite. Pour beaucoup d'enfants, le repas du midi est le seul repas de qualité de la journée, parfois même malheureusement le seul repas tout court. La gratuité sera pour tout le monde. Il s'agira d'un droit universel, car j'en ai assez d'entendre des personnes se comparer avec leurs voisins sur les aides qu'ils reçoivent ou non. Bien sûr, c'est un projet ambitieux qui ne se fera pas en quelques jours, mais l'argent public mis dans la gratuité de la cantine n'ira plus dans les poches, comme l'a dit Nabil, du groupe Compass Scolarest, mais dans la qualité des repas. Pour la sûreté publique, nous privilégierons la présence humaine avec une véritable police de proximité, des médiateurs de rue, car il n'y en a presque plus, alors qu'il y en avait dans le temps, plutôt que de dépenser des fortunes dans une vidéosurveillance inefficace et coûteuse. Car à quoi bon avoir acheté 800 000 € de caméras s'il n'y a personne sur le terrain pour agir concrètement? Nous agirons fermement contre le trafic de stupéfiants, tout en accompagnant les jeunes vers des parcours de sortie de la délinquance. Quand j'ai commencé cette campagne il y a plusieurs mois, on m'a dit « À Val-de-Reuil, les gens ne votent plus. Ils ont baissé les bras. » Alors ce soir, je regarde cette salle et je vois le contraire. Je vois des regards qui brillent, je vois une volonté de faire. Le système compte sur votre silence. Il se nourrit de votre lassitude. Mais ce soir, le silence est terminé. Nous sommes ici pour dire aux professionnels de la politique que Val-de-Reuil n'est la chasse gardée de personne. C'est votre ville, c'est votre vie. Regardez l'état des logements. Regardez les factures de chauffage qui explosent pendant que les bailleurs ferment les yeux. Est-ce cela le progrès? On nous parle de grands projets urbains, de rubans coupés et de photos dans le journal. Mais qui s'occupe du quotidien? Qui s'occupe de la maman qui attend 3 mois pour un rendez-vous chez le dentiste? Qui s'occupe du jeune diplômé à qui on ferme la porte parce qu'il vient de chez nous? Qui s'occupe des enfants malades parce qu'ils vivent dans un taudis rempli de moisissures? Nous venons pas promettre la lune. Nous venons pas promettre la lune. Nous sommes la résistance et la solidarité. Car au final, peu importe le résultat de l'élection 15, nous avons déjà gagné. Depuis des mois, ils ont tout essayé pour nous empêcher de nous présenter, pour intimider nos candidats, parfois en appelant des dizaines de fois au téléphone des personnes qui ont seulement été vues avec moi en train de boire un café. Alors le temps des intimidations et du clientélisme, c'est terminé. Quoi qu'il arrive, le 15, nous serons là, à vos côtés, et nous porterons votre voix au conseil municipal. Vous aurez des élus réellement à votre service, pour lesquels vous ne serez redevables en rien. Car en face, c'est tout l'opposé. S'ils vous rendent service, vous trouvent du travail, pour vos enfants ou pour vous, il ne faudrait surtout pas les oublier. Ils ne font pas ça pour respecter leur devoir d'élus, mais seulement pour être élus. Ce n'est pas notre vision de la politique. Nous bâtirons ici, à Val-de-Reuil, les prémices d'une nouvelle France, d'une France de l'égalité et de la dignité. Val-de-Reuil sera une commune refuge pour les exilés et un rempart contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Nous lutterons sans relâche contre le sexisme et les LGBTI-phobies. Nous ferons vivre la laïcité. Nous ferons vivre la laïcité
avec un service public des obsèques et l'agrandissement des carrés confessionnels. Et je le dis, le temps où l'on demandait aux femmes voilées de retirer leur voile pour se marier, c'est terminé. Enfin, Val-de-Reuil s'engagera sur le plan international. Trop de guerres font rage sur terre, et l'actualité le prouve encore ces derniers jours. Nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Par conséquent, nous engagerons des procédures de jumelage avec des villes dans lesquelles les peuples sont en lutte et opprimés, comme par exemple au Soudan, en Ukraine, au Kurdistan ou en Palestine. Nous ne pouvons pas rester spectateurs d'un génocide sans rien faire, quand bien même ces actions sont avant tout symboliques. Mes chers amis, regardez-nous, regardez cette salle. Elle est à l'image de Val-de-Reuil, diverse, vibrante et debout. Si nous sommes réunis ce soir, ce n'est pas seulement pour clore une campagne, c'est pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre ville. On dit souvent que Val-de-Reuil est une ville nouvelle. C'est en effet la plus jeune ville de France. Mais pour nous, elle n'est pas un projet d'architecte. C'est le cœur battant de nos vies, le lieu où les enfants grandissent, où nos aînés espèrent la dignité, où chaque rue raconte une lutte et un espoir. Depuis trop longtemps, on nous explique qu'il faudrait se contenter du strict minimum, que la précarité serait une fatalité, que l'insécurité sociale serait le prix à payer. Nous disons non. À la mairie, certains se sont installés dans le confort du pouvoir. Ils ont oublié que derrière les chiffres et les communiqués de presse, il y a des familles qui comptent chaque euro avant le 15 du mois, des jeunes qui cherchent un avenir ici et non ailleurs, et des services publics qui reculent. Avec la liste Faire mieux pour Val-de-Reuil, nous portons un projet de rupture. Mais pas de rupture avec les gens, mais plutôt d'une rupture avec le mépris. Notre programme, c'est l'idée d'un avenir en commun appliqué à notre commune. La cantine gratuite, parce que, comme on l'a dit, aucun enfant ne doit apprendre le ventre vide. Nous doterons par ailleurs, dès la rentrée de septembre, chaque enfant de fournitures scolaires gratuites, comme c'est le cas à Alizé. Et ils mangeront des repas bio et locaux dans nos écoles. La démocratie permanente. Vous ne nous reverrez pas dans 6 ans. Nous créerons des budgets participatifs et des conseils de quartier dotés d'un réel pouvoir de décision. Et par ailleurs, nous nous mettrons les moyens pour la réussite de ces événements, c'est-à-dire que nous permettrons également des systèmes de garde d'enfants pour que les femmes participent également à ces processus démocratiques. À Val-de-Reuil, c'est donc le peuple qui commandera. Enfin, la santé pour tous. Face aux déserts médicaux, nous ne resterons pas les bras croisés. Bien sûr, Val-de-Reuil est plutôt bien équipé, mais nous créerons un centre de santé municipal avec des médecins salariés pour garantir l'accès aux soins sans dépassement d'honoraires. Le camp d'en face a l'argent, les réseaux, les habitudes. Nous avons quelque chose de plus puissant. Nous avons les uns les autres. Sachez une chose, chers amis, c'est qu'ils comptent sur l'abstention. Ils espèrent que vous resterez chez vous le dimanche 15 mars. Ils espèrent que vous ne voterez pas, car ils ont peur de votre bulletin de vote, parce qu'ils savent qu'il est le moteur du changement. Alors ne leur faites pas ce plaisir. Chaque bulletin de vote glissé dans l'urne est une brique pour construire ce bouclier social dont Val-de-Reuil a tant besoin. Dimanche 15 mars, ce n'est pas seulement un maire que vous allez élire, c'est un destin que vous allez choisir, celui d'une ville solidaire, écologique, insoumise aux logiques de l'argent. Chers amis, il nous reste 10 jours, seulement 10 jours, 10 jours pour écrire une grande page de l'histoire de Val-de-Reuil et élire dans la plus jeune ville de France, probablement l'un des plus jeunes maires de France. Alors, allez chercher vos voisins, vos collègues, vos amis, dites-leur qu'un autre chemin est possible.
Le soleil a brillé toute la semaine. Dites-leur qu'à Val-de-Reuil, le printemps commence le dimanche 15 mars. Je finirai donc par ces mots de l'écrivain Alba Borland qui disait « Aucun hiver ne dure éternellement, aucun printemps ne manque son arrivée. Vive la République, vive la France et vive Val-de-Reuil !» Et j'appelle tout de suite Nadège Avo-Mangoli. Bonsoir à toutes et tous, merci pour votre accueil. Alors en vérité, ça va être compliqué de passer après Léni parce qu'il est super bon. Il est vraiment super bon. Moi, je suis très fière de voir que 10 ans après la création de la France Insoumise, on ait la possibilité de présenter de tels candidats. Et je pense qu'en réalité, nous sommes les seuls à pouvoir le faire sans prétention, avec simplicité. Mais vraiment, bravo pour ton talent, bravo pour la connaissance du projet que nous portons. Bravo pour l'incarnation. J'ai appris un mot aujourd'hui, c'est Rolivalois et Rolivaloise, donc merci à toutes et tous. Val-de-Reuil, pour moi, c'était les souvenirs d'école primaire où on apprenait les villes nouvelles et j'avais pas trop d'idées à quoi ça pouvait ressembler. J'ai échangé avec certains d'entre vous qui m'ont expliqué les difficultés ici, et notamment les difficultés même dès les fondations de conception de la ville et les conséquences sociales que ça implique. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation de cette volonté de faire vite, de faire du profit, et au détriment de la vie quotidienne des habitantes et des habitants. Et donc, en discutant avec vous, et puis en suivant un petit peu l'actualité de votre cher futur ex-maire, eh bien, je vois que tout s'explique. Tout s'explique par ce qu'il est, par ce qu'il incarne, par ce qu'il porte, et par la manière qu'il a de considérer les habitantes et les habitants. Et je pense qu'ici, c'est pas anodin qu'il y ait un duel. Alors, il n'y a pas de droite, puisque la droite existe déjà en la personne du maire, le macronisme existe déjà en la personne du maire, et voir la réaction existe déjà en la personne du maire, puisque tu as pu rappeler, par exemple, que le drapeau palestinien, c'est un peu sale, et puis qu'on va voir nos compatriotes de confession musulmane quand on a besoin de leur vote, et que le reste du temps, la lutte contre l'islamophobie, eh bien, elle n'existe pas. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui deux listes, et la liste que tu portes, Léni, avec tes colistiers, incarne le changement et la volonté de dégager ces barons locaux qui se croient tout permis. Et le 15 mars, ça sera évidemment la première étape, puisque ensuite, vous aurez beaucoup de travail. Mais je crois que, compte tenu de ce que j'ai entendu avant avec tes colistiers, avec toi, Léni, vous avez vraiment la possibilité de faire mieux à Val-de-Reuil. Et cette campagne l'a démontré. Tournez la page, alors 45 ans de baronnie, 25 ans de mandat de Marc-Antoine Jamet. Je pense que le temps ressenti est beaucoup plus long pour beaucoup d'entre vous. Et il y a un phénomène qui existe là dans ces élections municipales. Là, j'ai lu récemment une étude qui disait que ces élections municipales, ça allait être un moment dégagiste. Comme Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, le dit souvent, il y a un ras-le-bol. Et un ras-le-bol, pourquoi? Parce que finalement, Marc-Antoine Jamet s'est réfugié derrière le macronisme pour masquer l'échec du Parti Socialiste, dont je viens. Moi, j'ai tourné la page, j'ai rejoint la France Insoumise, évidemment, après le mandat Hollande-Valls. Quant à lui, il l'incarne. Il faut le rappeler tout le temps aux habitantes et aux habitants que cet homme est le compagnon de route de Manuel Valls, de François Hollande, avec ce qu'il incarne. À savoir, souvenez-vous, c'est pas si loin, la proposition de déchéance de nationalité. Avec la répression des mouvements sociaux. Parce qu'on parle aujourd'hui de la violence avec laquelle les mouvements sociaux sont réprimés, mais ça ne vient pas de nulle part. Ça vient des amis de Marc-Antoine Jamet. C'est lui qui incarne la violence sociale. Et finalement, Léni, alors que ces gens n'ont que les mots de Jaurès ou de Clémenceau à la bouche, c'est toi finalement, Léni, qui incarne, qui porte aujourd'hui le flambeau de la gauche progressiste, humaniste, cette gauche de paix. Et
finalement, le fait que tu sois l'un des plus jeunes, je crois que tu es l'un des plus jeunes candidats, le plus jeune candidat insoumis, c'est très important pour ce genre de ville, face à ce type de profil, et pour dire aussi un message très fort, notamment à ce genre de personnage. Non, Marc-Antoine Jamay et ses amis ne sont pas les seuls légitimes à exercer des responsabilités. Ils sont d'autant plus fiers d'eux qu'on se demande pourquoi. Évidemment, vous avez parlé les uns les autres du mépris avec lequel est traitée la population. Finalement, ce maire traite cette ville comme si c'était sa petite entreprise. Un homme qui se déploie dans sa toute-puissance, mais qui, dans sa pratique, il est lâche. La lâcheté, c'est la lâcheté de la calomnie. La calomnie envers Léni en plein conseil municipal. La calomnie à travers les réseaux sociaux. La calomnie avec laquelle il présente les militantes et les militants insoumis, la sœur de Léni, la copine de Léni, le chien de Léni. Est-ce que Val-de-Reuil veut encore ce genre de maire? Je pense que non. Vous avez ici un maire qui est complètement déconnecté des besoins réels des habitantes et des habitants, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce que finalement, il pense qu'il peut diriger une ville depuis le siège de LVMH, dont il est le secrétaire général, et où, depuis LVMH, il applique le capitalisme le plus sauvage. Et de fait, il voit très mal les réalités concrètes que vivent les habitantes et les habitants ici. Il ne voit pas que les temps changent. Il ne voit pas qu'avec la France insoumise, ici à Val-de-Reuil, un autre monde est possible, qu'avec la France insoumise, le peuple a dit qu'il voulait tourner la page. Le peuple a dit, d'ailleurs, très clairement, en termes électoraux, quand Jean-Luc Mélenchon fait 40% aux élections présidentielles, quand Manon Aubry fait 27% aux élections européennes, eh bien, ça veut dire que les habitants de cette ville veulent voir autre chose et veulent faire mieux pour Val-de-Reuil. Ils le feront avec Léni Raboteau. Parce que le fait qu'on présente une liste ici, c'est aussi dire qu'il ne faut pas prendre les insoumis pour des perdreaux. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. On le voit. Je parle au hasard, le cas du député de la circonscription que je côtoie à l'Assemblée nationale. Quand on a besoin des insoumis pour se faire élire en 2022, pas de problème pour avoir une suppléante insoumise. Quand on veut se faire élire en 2022, pas de problème pour mettre la tête de Jean-Luc Mélenchon sur une affiche. Mais après, lorsqu'il faut appliquer un programme de rupture, là, on a quoi comme discours? Des discours de pacte de non-censure, des discours finalement même de grande coalition avec la droite, de la droite à la Macronie, alors que la droite aujourd'hui, c'est quand même un petit peu l'extrême droite. Donc je le dis, cette candidature aujourd'hui, c'est aussi dire la fierté insoumise face aux trahisons des socialistes. Alors ce maire, il est trop occupé, il a d'autres préoccupations. Apparemment, s'occuper d'un groupe voyou. Un groupe qui a été condamné à 10 millions d'euros d'amende pour avoir espionné François Ruffin. Un groupe condamné pour des faits de quasi-esclavage au sein des entreprises sous-traitantes. Un groupe où plusieurs témoignages de salariés de la Samaritaine font état d'un racisme des plus crasses, d'humiliation permanente, sans aucune réaction à la hauteur. Et c'est la manière avec laquelle ils traitent aujourd'hui les problèmes concrets des habitants. Et c'est à cela que Léni Raboteau mettra fin. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, nous ne défendons pas les mêmes intérêts. Évidemment, nous portons un projet bien différent, un projet d'intérêt général, un projet pour dire que les investissements que nous mettons ici dans la ville sont des investissements d'avenir, parce que vous avez parlé par exemple de la cantine gratuite, eh bien faire en sorte que les enfants grandissent dans un environnement sain, dans des appartements sains, dans des appartements dignes, qu'ils mangent bien, eh bien c'est préparer l'avenir. Faire en sorte, comme l'a dit Salim Atta, que les jeunes soient accompagnés, c'est préparer l'avenir. Ce sont des investissements qui coûtent peu, pour peu qu'on les construise avec les habitantes et les habitants, et c'est ça dont la ville a besoin aujourd'hui, renouer un dialogue, remettre les habitants au cœur des décisions importantes qui les concernent.
Et vous avez pour ça, évidemment, une liste qui l'incarne. Moi, j'ai vu tout à l'heure le bulletin de vote, j'ai vu ta liste, j'ai vu qu'il y avait Nabil Grutier, j'ai vu qu'il y avait Selimata, chef de cuisine, j'ai vu qu'il y avait Jean-Richard, agent logistique. C'est la liste du peuple qui est portée ici ce soir. C'est finalement, ça ressemble aussi, même si nos circonscriptions, nos villes sont très différentes, ça ressemble vraiment aux listes insoumises qu'on porte partout en France et en Hexagone et dans les Outre-mer. Ce sont des gens, vous, qui êtes systématiquement engagés pour la solidarité internationale, pour mettre fin au génocide en Palestine, pour soutenir les peuples soudanais et ukrainiens. Et je suis très fière, Lénie, que tu n'aies pas oublié ce qui se passe au Soudan, parce que trop peu de gens l'oublient. Et toi, tu as vraiment à cœur de montrer ce qu'est un mouvement internationaliste comme la France Insoumise. Merci pour ces mots très forts. Et la génération qui vient, que tu incarnes, Lénie, cette liste que tu portes, c'est la génération, ce sont les militants qui se sont opposés à cette réforme des retraites. Ce sont les jeunes qui ont participé aux marches climat. Ce sont celles et ceux qui soutiennent les militants écologistes réprimés. Ce sont celles et ceux qui apportent leur solidarité aux sans-papiers, à toute cette fabrique de sans-papiers que fait évidemment ce pouvoir. Et donc, moi je le dis souvent, lorsque nous sommes insultés, nous sommes caricaturés, eh bien je le dis, soyez fiers, n'abdiquez pas l'honneur d'être la cible de ces gens qui ont échoué, qui ont détruit la gauche. Et c'est nous ici qui remettons en haut du débat public ce qu'est la gauche de rupture, ce qui est la gauche humaniste, ce qui est la gauche solidaire. Franklin Roosevelt disait « Jugez-moi par les ennemis que je me suis faits ». Eh bien, je vous le dis, chers amis, chers camarades, portez les insultes de M. Marc-Antoine Jamay comme de très grandes médailles. Et voyez-les pour le but qu'elles servent. Ces médailles, elles n'ont qu'un seul objectif, faire en sorte de sortir de la résignation et d'inviter le peuple à ne plus se taire et à venir autour de la table des décisions qui le concernent. Parce que M. Jamay, finalement, ce comportement, ces intimidations, ça montre quand même une certaine forme de fébrilité. Ça montre une forme de fébrilité parce qu'il sait que depuis plusieurs années, les campagnes que nous menons, d'ailleurs même en dehors des campagnes électorales, elles portent leurs fruits, parce que ce que nous faisons en réalité au quotidien en tant que militants insoumises et insoumis, c'est faire en sorte que les gens réalisent qu'ils ont le pouvoir d'agir pour eux-mêmes. Nous, on parle souvent de révolution citoyenne, ça fait peur. Alors maintenant, on est classé extrême gauche. Nous, on parle de révolution, c'est pas une insulte d'extrême gauche. Nous, on porte la révolution par les urnes. Parce que ce sur quoi comptent les Macron, les Le Cornu, les Jamais, c'est finalement la résignation, c'est l'abstention, tu l'as dit, Lénie. Ils veulent qu'on soit isolé, ils veulent qu'on soit résigné, ils veulent qu'on soit absent des bureaux de vote, absent des conseils municipaux, parce qu'ils ne veulent pas que nous portions la voix du peuple. Ils ne veulent pas parce qu'ils savent que si le peuple se mobilise, ce sera eux qui seront dégagés. Ce ne sera pas nous. Ce ne sera pas nous. Et ils ont compris une chose, c'est que nous, on ne baisse jamais la tête, que malgré les calomnies, malgré les cabales médiatiques, y compris avec nos alliés d'hier, du Parti Socialiste, eh bien, nous tenons le cap, nous ne baissons jamais la tête. Et donc, cette liste à Val-de-Reuil, c'est vraiment la liste du combat face à, vraiment, alors j'insiste dessus, ce qui est l'incarnation de cette alliance entre le capitalisme fou, le capitalisme qui tue la planète, et les intérêts financiers et les intérêts politiques clientélistes. Il y a quelques éléments que vous avez évoqués qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut vivre aussi dans les villes de ma circonscription. Tu l'as évoqué, camarade, tu as évoqué celles et ceux qui vont voir les foyers de travailleurs migrants, mais qui ont la nationalité française et qui votent, celles et ceux qui vont dans les mosquées, mais qui ne sont pas là quand il faut lutter contre l'islamophobie. Et qui nous disent même, comme le député Philippe Brun, qu'attention, la question des frontières,
effectivement, la question des immigrés qui prennent le travail des Français comme un retour en arrière dans les années 70. C'est ça aujourd'hui les discours qui sont tenus. Et ce qui me pose un problème avec le concurrent que tu as en face, je dis concurrent mais on pourrait dire adversaire, c'est qu'ils ne disent rien face aux promesses non tenues par la NUPES d'abord et par le nouveau Front populaire. Ce qu'on avait dit en 2024 et ce qui a mobilisé le peuple, c'était la rupture avec le macronisme et la lutte contre l'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que depuis les villes dirigées par ce type de maire socialiste, il n'y a pas de combat face à ça. On a vu un budget de coupe budgétaire qui n'a pas été censuré par les socialistes à l'Assemblée nationale. Et ça fait mal. Et c'est très concret. Alors les amis de M. Jamet invoquent une espèce de stabilité gouvernementale, une stabilité pour le pays. Mais c'est surtout la stabilité dans la violence sociale. Tout ça à un moment où la pauvreté explose. On a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays. Et pour reprendre les mots d'Éric Coquerel, ce budget que les socialistes ont accompagné, c'est vraiment le musée des horreurs. Rendez-vous compte que ce budget Macron, PS, LR contient, par exemple, la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Pas fini. Le musée des horreurs de ce budget soutenu par le PS n'est pas terminé, malheureusement. La hausse des coûts des titres de séjour et des demandes de naturalisation. Donc on a à la fois un budget de violence sociale et on a à la fois un budget réactionnaire. Et c'est ce budget que les socialistes nous ont demandé de ne pas censurer. C'est ce budget que les socialistes ont accompagné. C'est ce budget que M. Jamet soutient. Et c'est ce type de budget qu'il mettra en place lorsqu'il sera à nouveau en responsabilité. Et il faudra le battre dès le 15 mars. Évidemment, M. Jamet défend ses intérêts de classe. Alors que nous avons une ville où il y a près de 70 nationalités, m'a-t-on dit. A-t-il dénoncé ces mesures racistes? Bien sûr que non. Il était occupé à d'autres choses. Par exemple, célébrer le fait qu'il n'y ait pas la taxe Zuckman, qu'aurait forcé son patron Bernard Arnault à payer des impôts. Eh oui, M. Jamet défend ses intérêts de classe. Est-ce qu'il était là lorsque M. Macron... Je répète, il faut le répéter tout le temps, parce que ce qu'il faut dire dans la campagne, dans la fin de la campagne, c'est voter Jamet, c'est voter Macron. Jamet, c'est la France de Macron. On a quand même un gouvernement Macron que le PS a soutenu, dont le président parle du problème des hôpitaux comme étant la faute de Mamadou. On a quand même un président Macron qui parle de submersion migratoire. On a un gouvernement Macron qui fait en sorte que dans les Outre-mer soient expérimentées des politiques vraiment crasse de préférence nationale, des politiques en réalité qui sont portées par le Rassemblement national. Et donc, on a un gouvernement qui a créé un climat nauséabond en France, un climat qui sème la souffrance, et donc cette souffrance, évidemment, elle crée de la résignation, et voire elle crée de la peur. Pourquoi je parle de peur? Parce que cette libération de la parole réactionnaire, eh bien, à un moment donné, ça se transforme en acte. Et on a dans notre pays des passages à l'acte très violents. On a des femmes qui sont agressées et frappées à jouer les tours. Pas très loin, Zora et il y a des femmes portant le voile. On a eu l'année dernière ce qui n'est jamais vu en France. Ce que les personnes violentes qui pourchassaient les personnes persécutées ont appelé une chasse aux nègres dans la Creuse. C'est ça qu'on a eu en France. On a eu en une année la mort d'Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée, Hichem Miraoui et Djamel Benjamala qui ont été assassinés, qui sont des crimes islamophobes et qui très souvent ne sont pas qualifiés comme tels. Avec nous, avec les Miraboto, à Val-de-Reuil et partout en France, nous nommerons les choses par rapport à ce climat raciste et nauséabond et nous mettrons en place des communes qui seront des communes boucliers et refuges contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Et alors, depuis la mort du militant néofasciste Quentin de Roque dans une rixe à Lyon le 12 février, eh bien, ce climat ne cesse de se détériorer pour ouvrir le pire. On a quand même vu des violences qui sont finalement destinées davantage à des militants de gauche, davantage à des personnes racisées, des personnes LGBT, et on nous dit que la violence viendrait de nous. L'antifascisme, la Jeune Garde, existe pour se défendre face aux fascistes parce que depuis des années à Lyon et ailleurs, rien n'est fait pour lutter contre cela. On a une ministre, je ne sais pas si vous le savez, mais on a une ministre qui s'appelle Aurore Berger, qui
qui est en charge de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous l'avez jamais entendu dénoncer tous ces faits? Non. Avant la mort de Quentin de Roc à Lyon, un mois avant, il y a un jeune qui est mort sous les coups d'un crime raciste. Personne n'en avait entendu parler. On a aujourd'hui des comptes d'extrême droite qui divulguent des adresses de militants politiques. On a eu récemment un étudiant qui a été filmé en train d'arracher des affiches d'hommage à Quentin de Roc, qui a été tabassé et dont les données ont été divulguées. On a eu la France Insoumise, pas le Rassemblement National, pas le Renaissance, une alerte à la bombe au siège de la France Insoumise. Avez-vous vu dans les médias bollorisés des dénonciations fortes de ces gens-là? Non, personne. Personne n'a dénoncé ces violences que nous subissons. Et ces violences, elles vont très loin, puisque encore aujourd'hui, nous avons notre collègue Marianne Maximi, candidate au municipal à Clermont-Ferrand, qui a dû porter plainte, elle a été agressée. Nous avons également François Piquemal qui a reçu des menaces de mort. Et donc, nous, ce qu'on dit dans cette campagne, c'est que nous ne lâcherons pas le drapeau de l'antifascisme. Nous ne lâcherons pas ce drapeau parce que trop d'hommes et femmes dans ce pays en souffrent, sont menacés et comptent sur nous pour les protéger depuis les villes, depuis l'Assemblée nationale et depuis le pays que nous dirigerons en 2027, bien évidemment. Et oui, on est effectivement dans une lutte vraiment existentielle aujourd'hui et seuls les irresponsables, comme le dirait Joël Chapoutot, qui a expliqué quels avaient été les mécanismes d'arrivée au pouvoir des nazis en 1932 en Allemagne, ne veulent pas le voir. On a une inversion des principes et des valeurs. On a aujourd'hui un Bruno Retailleau, le ministre raciste par excellence, qui nous explique qu'il faudrait maintenant faire un front contre la France insoumise. On a Aurore Berger, soi-disant, je le répète, ministre en charge de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui nous parle de parti anti-France concernant la France insoumise. Ce sont des mots, des termes qui étaient utilisés dans les années 30 par des maurassiens, par l'extrême droite de l'époque. On a cette même Aurore Berger qui aujourd'hui quémande un accord électoral avec le Rassemblement national, puisqu'elle demande au Rassemblement national de se retirer si des insoumis sont en lice. Et donc, il y a réellement une inversion des valeurs contre laquelle nous devons lutter. Tu as parlé, Lénie, de cette inversion des valeurs qui criminalise la solidarité aujourd'hui, qui criminalise la lutte antiraciste. Et le problème, c'est que dans cette inversion des valeurs, eh bien, il y a des alliés inattendus, des alliés qui, il y a 10 ans, n'auraient pas, 10 ans, je suis gentil parce que ça date, mais qui, encore 20 ans, n'auraient pas sombré dans une telle ignominie. Je parle évidemment d'un Olivier Faure qui, dans une note de blog, met dos à dos, renvoie dos à dos les antifascistes et l'action française. Cette note de blog a été depuis modifiée, mais le mal est fait. Et d'ailleurs, encore récemment, il explique qu'il faudrait se désolidariser de la France insoumise par rapport aux listes du Parti socialiste. Nous disons, nous serons toujours solidaires avec nos militants et nous serons toujours solidaires avec celles et ceux qui luttent contre l'extrême droite à tous les niveaux. Si Olivier Faure veut plaire à l'extrême droite, il le fera tout seul, ce sera évidemment sans les insoumis. Ils détruisent tout. Avec cette inversion des valeurs, ils détruisent la solidarité internationale. Vous avez parlé de ce qui s'est passé ici par rapport à la solidarité avec le peuple palestinien. Tout à l'heure, on m'a fait état d'une manif en soutien au peuple palestinien qui a donné lieu à une contre-manif pour la paix, sans les mots, sans dire génocide. Eh bien, je suis très heureuse d'entendre que, Lénie, tu portes ce flambeau internationaliste et que tu ne transigeras pas pour faire des jumelages avec tous les peuples opprimés, et notamment avec le peuple palestinien, car le génocide continue. Et puis, je passe sur la question du droit international qui est aujourd'hui bafoué, où l'on voit qu'évidemment, il y a une très grande différence entre les socialistes espagnols amenés par Pedro Sanchez et les socialistes français amenés par le poltron Olivier Faure.
Parce que Sanchez, lui, n'hésite pas à dire non à l'OTAN. Il dit, Pedro Sanchez, que les Américains ne partiront pas de l'Espagne pour bombarder l'Iran parce que, il le dit et nous le disons aussi avec lui, on ne libère pas un peuple en le bombardant, on ne libère pas les femmes en tuant leurs maris, leurs femmes et leurs enfants. Ce ne sont pas nos principes, ce ne sera jamais nos principes, ce ne seront jamais nos valeurs. Alors pourquoi je fais ce petit détour par l'actualité internationale? Parce que, je le dis, j'ai cité des responsables politiques qui ont des responsabilités au niveau national. Ils sont irresponsables, ils sont mauvais, ils sont faibles, ils sont lâches. Et donc les élections municipales sont l'occasion aussi de forger les caractères et de forger les équipes qui demain seront à la pointe de l'élection présidentielle et qui doivent montrer depuis les villes qu'elles sont en capacité de tenir, parce que quand le vent souffle très fort, on le voit, il emporte avec lui une girouette. Et c'est l'enjeu de cette élection municipale, c'est de montrer que nous, on tient face aux crises, on est capable d'apporter des solutions concrètes sans se soucier du candidaton médiatique, sans se soucier de plaire à l'air du temps qui est à la réaction. L'air du temps, c'est finalement ne pas parler de racisme, ne pas parler d'antisémitisme, ne pas parler de menaces sur les droits des femmes, ne pas parler des droits pour les personnes LGBT, ne pas parler des personnes en situation de handicap. En gros, l'air du temps, c'est de lâcher les faibles et de finalement s'engouffrer dans ce chemin que montre la situation internationale, c'est-à-dire la loi du plus fort. Eh bien nous ne sommes pas pour la loi du plus fort, nous sommes pour dire que les faibles ont besoin de notre soutien et que les faibles, même s'ils sont faibles du point de vue social, eh bien ce sont nos frères en humanité, nos frères en responsabilité, nos frères en dignité. Et la dignité, c'est le droit fil, c'est le fil conducteur de toutes nos campagnes. Il faut le dire parce que souvent on parle de 10 millions de pauvres aujourd'hui dans le pays, on parle de ces personnes dont la santé se dégrade. On va arriver, à mon avis, pas trop loin des États-Unis où le niveau de vie, enfin l'espérance de vie a baissé. Le système de santé qui s'écroule. Et c'est là que c'est assez ahurissant de voir que le bilan est catastrophique, et notamment le bilan socialiste, il faut le dire, parce que finalement le macronisme c'est la prolongation des années Hollande. Et malgré ça, ils se croient toujours les seuls légitimes à vouloir diriger. On passe notre temps à dire ces gens passent leur temps à dire que finalement le fait qu'on se présente à des élections, c'est diviser la gauche, c'est mettre en péril des mairies de gauche. Mais quelle mairie de gauche? Quelle mairie de gauche? De quelle mairie de gauche parle-t-il? Et de quel bilan positif peuvent-ils se prévaloir? Parce que cette petite musique, on l'a tout le temps entendue. Moi, je me souviens, je crois que c'était en 2011-2012, il y avait ce ministre, il avait été ministre, je crois, en tout cas, il était de droite, François Baroin, je crois qu'il était maire de Blois. Alors, il parlait de François Hollande, qui avait pris le pouvoir, et qui disait, finalement, la gauche de l'époque avait pris le pouvoir par effraction. Et bien, finalement, aujourd'hui, on a les mêmes éléments de langage du Parti socialiste. Oh, 2017, le score, une paille, c'était un hasard. 2022, pareil, une paille. Les scores de la France Insoumise, non, en fait, les gens n'ont pas trop bien compris, attendez, on va se refaire. Et puis 2024, moi j'aimerais dire que même en 2022, que pour tout le monde, en tout cas pour la majorité des gens dans ce pays, la NUPES et le NFP, c'est pas le PS. Ceux qui portent le NFP, c'est la France Insoumise. Et après 2024, vous l'avez vu, même au moment des élections européennes, qui a gagné des militants en masse? C'est la France Insoumise. Et c'est tous ces gens qui aujourd'hui soutiennent toutes les listes insoumises dans tout le pays, et nous continuerons jusqu'à la victoire. Pareil, là on a une entreprise de démolition dans les médias. Quel a été le résultat très concret? Près de 8000 nouveaux adhérents à la France Insoumise. Continuez comme ça. Grâce à eux, nous gagnerons de plus en plus de villes dans ce pays. Merci beaucoup pour cette stigmatisation. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand ils font ça, ça veut juste dire qu'ils prennent les gens pour des imbéciles.
Je pense qu'ils pensent que ça fonctionne, ils pensent que nous traiter d'antisémitisme, nous dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite alors que pendant 2 heures, sur 2 heures de discours, il parle pendant 1 heure de la grande histoire de la gauche dont nous sommes les héritiers, dans la lutte contre le nazisme, dans la lutte contre le fascisme, dans la lutte contre toutes les formes de racisme, eh bien, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et la ficelle est un peu grosse. La ficelle est un peu grosse parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus lucides. Les gens ne s'informent plus seulement par les chaînes info en continu, possédées comme par hasard, comme par des gens comme Bernard Arnault, l'ami du maire. Eh bien, je vous le dis, il faut continuer jusqu'au bout, jusqu'au 15, à parler à l'intelligence des gens. Ce sur quoi ils comptent, c'est sur le fait que, finalement, les gens seraient résignés. Vous avez encore 10 jours. 10 jours pour aller convaincre tout le monde que chacun est légitime. Et que, si vous élisez la liste portée par Léni Raboteau, eh bien, chacun aura voix au chapitre. Chacun sera représenté dignement. Chacun sera représenté par des élus fidèles à leurs engagements, des élus fidèles au peuple, fidèles au mandat auquel ils ont finalement prêté serment, parce que entre 2017, 2022 et 2024, aucun insoumis n'aura dérogé à son rôle: lutter contre la Macronie, lutter contre l'extrême droite, faire émerger des politiques de solidarité, des politiques humanistes, des politiques d'écologie populaire, et aucun insoumis n'aura dérogé à son rôle, celui d'éveiller les consciences et de considérer que chacune et chacun a une voix qui compte. Et avec Léni Raboteau et sa liste, eh bien, un signal très fort sera envoyé à tous ces caciques qui pensent qu'ils peuvent nous écraser. Avec Léni Raboteau à Val-de-Reuil et ailleurs, nous dirons à toutes et tous, nous allons faire mieux pour vous et avec vous.